Bonsoir à tous et bienvenue à cette session d'information organisée par Elitis Real Estate et WeLink qui aura pour thématique comment maximiser son patrimoine à travers sa société et l'investissement immobilier. Alors aujourd'hui, on va voir comment maintenir un niveau de vie grâce à sa société et ou des capitaux dormants, comment les exploiter pour pouvoir développer son patrimoine et quelque part maintenir un niveau de vie grâce à la brique. Alors, quelques informations pratiques avant de démarrer. Si vous avez des questions, eh bien, je vous invite à en prendre note. Il est probable que l'on réponde à certains éléments tout au long de ce webinaire. En revanche, en fin de webinaire, eh bien, nous prendrons un petit temps pour pouvoir répondre à des questions. Vous avez un chat qui est disponible normalement en haut à droite de votre écran. Sachez également qu'en fin de webinaire, vous allez recevoir un replay et demain, ou dans les jours à venir, un petit coup de fil pour vous proposer un rendez-vous Teams avec moi-même ou Olivier. Alors le programme de la soirée, on va d'abord dans un premier temps voir le contexte économique actuel. On va voir le principe du maintien d'un niveau de vie et l'importance de calculer ce niveau de vie. L'effet de levier et la fiscalité. On va voir également un plan financier et puis on terminera par succession et transmission d'un patrimoine. Enfin, conclusion avec questions et réponses. Le groupe WeLink. Le groupe WeLink est né de la fusion de 3 gros bureaux de courtage en 2014 et constitue dorénavant le premier réseau de courtage en Belgique. Nous employons 250 collaborateurs répartis dans nos 19 filiales qui couvrent la quasi-totalité du territoire belge. Le siège social pour la partie francophone est situé à Louvain-la-Neuve et à Gand pour la partie néerlandophone. Actuellement, plus de 120 000 clients nous font confiance. Le groupe WeLink est donc un courtier indépendant, ce qui signifie que nous agissons comme intermédiaire entre vous, clients, et un certain nombre d'organismes financiers qui sont essentiellement des compagnies d'assurance, mais également des banques. Le but étant de vous proposer des solutions personnalisées dans des domaines aussi diversifiés que le crédit, l'assurance, tout ce qui est placement financier en règle générale, tout ce qui est épargne, mais également au niveau immobilier. Nos points forts sont d'une part l'indépendance vis-à-vis de nos fournisseurs. En réalité, nous n'avons aucune obligation de travailler spécifiquement avec l'un ou l'autre en particulier. C'est vraiment en fonction de vos attentes, de vos objectifs, de votre profil qu'on va s'orienter plutôt vers l'un que vers l'autre. De par notre position dominante sur le marché, nous avons également un pouvoir de négociation fort important auprès de nos partenaires, que ce soit en termes de tarification ou en termes de taux. Et alors, ce qui est important, c'est qu'il y a souvent une idée préconçue qui consiste à dire que le fait de passer par un courtier revient plus cher que de passer par un organisme bancaire. C'est quelque chose qui est totalement faux. Nous avons des tarifs compétitifs, aussi compétitifs que les banques, voire plus intéressant dans certains cas. Le but, bien évidemment, c'est de vous apporter des solutions sur mesure en fonction de vos objectifs. Alors pour ma part, je représente la société Elitis Real Estate. Alors qui sommes-nous concrètement ? Eh bien, c'est une société spécialisée dans l'immobilier d'investissement, je dirais même plus rationnel. On va vraiment rationaliser l'investissement immobilier comme si on investissait dans des valeurs mobilières. C'est une approche unique pour réunir finalement les promoteurs, les investisseurs comme vous et moi, ou les banques et courtiers, afin de pouvoir mettre en place l'investissement immobilier. Aujourd'hui, on offre également la gestion locative. Dans le groupe, nous avons en portefeuille plus de 1200 biens en gestion. En moyenne, on va conseiller 150 biens par an chez nos clients. Et dans ces 1200 biens en gestion locative, eh bien, on a un taux de remplissage de plus de 97%. Tous les projets que nous proposons sont dans des grandes villes belges, bien évidemment. On a une méthode rigoureuse pour pouvoir sélectionner les biens, mais également les promoteurs, et faire le suivi des chantiers, ainsi qu'un accompagnement pour la réception des biens. Alors bien évidemment, mise en location et gestion locative, notez que c'est une option, ce n'est pas une obligation. Quel est le point fort derrière cette approche ? C'est d'avoir une vue rationnelle sur l'entièreté de vos investissements, mais également sur votre patrimoine. Alors, rentrons dans le vif du sujet. Avant peut-être d'aller sur les aspects techniques, nous allons voir finalement quel est le contexte économique actuel. Et ce qu'il en ressort actuellement, eh bien, c'est une problématique face
à notre système de pension, finalement, comment maintenir un niveau de vie à l'âge de la pension. Aujourd'hui, pourquoi aucun politicien n'ose s'attaquer au financement des pensions alors qu'on va droit dans le mur? C'est un fait, on le sait, on voit que les dépenses augmentent et les revenus diminuent. Aujourd'hui, le régime des retraites n'est déjà plus financé uniquement par les cotisations des travailleurs. Comment solutionner cette problématique? Alors, je ne vais pas apporter de solution ce soir à ce sujet, néanmoins, mettre cet aspect en lumière. Aujourd'hui, on a 5,77 millions de Belges qui sont à l'emploi, donc les 24-67 ans, pour plus de 2,6 millions de retraités, et on est dans un rapport de 2,2. Mais à l'horizon 2040-2045, on risque d'avoir un phénomène qui s'inverse avec uniquement 4 travailleurs pour 3 pensionnés. Si on ne réforme pas cette situation, eh bien, les jeunes risquent de le payer très très cher et finalement les moins jeunes également. Alors concrètement, quelle est au niveau démographique la situation actuelle? On voit sur la courbe mauve qu'on a atteint le maxima dans les années 2015 sans doute, qui était de 6 150 000 personnes à l'emploi, et donc les 25-64 ans. Et on voit que cette tendance est en train de diminuer. Il y aura de moins en moins de personnes qui vont contribuer à la sécurité sociale, moins 10%. Que se passe-t-il à contrario? Les baby-boomers arrivent quelque part à l'âge de la pension, les plus de 65 ans sur la courbe rose, et on voit que en revanche, ces dépenses vont augmenter. Donc, de moins en moins de personnes qui travaillent, de plus en plus de personnes qui vont à la pension, moins 10% pour les contributeurs, plus 40% pour les dépenses. Comment allons-nous faire face à cette situation? Alors, je n'ai pas de solution. L'idée n'est pas de venir avec des solutions sur cette situation. Néanmoins, on va voir ensemble comment peut-être éviter les problématiques de compter sur une pension. Si je l'ai, tant mieux. La cerise sur le gâteau, si je ne l'ai pas, eh bien, je peux mettre des choses en place dès aujourd'hui. Alors, quelles questions finalement peut-on se poser une fois qu'on a vu ce contexte économique actuel et la situation que nous traversons? Eh bien, d'un point de vue autonomie purement financière, comment vais-je maintenir mon niveau de vie à l'âge de la retraite? Quels sont les leviers que je peux utiliser dès aujourd'hui? Certains se disent, je n'ai peut-être pas les moyens d'investir. On verra par la suite qu'il y a des capitaux dormants que l'on peut exploiter. Comment optimiser une situation patrimoniale grâce à l'immobilier? Bien, tout d'abord, quel type de biens? Est-ce que tous les biens sont adaptés à l'investissement immobilier? L'important, c'est l'impact d'un PEB. On voit qu'il procure maintenant un bon taux quand on a un bon PEB et un mauvais taux quand on a un mauvais PEB, mais également une valorisation en termes. Quel type de crédit utiliser? Olivier les abordera tout à l'heure. Quand revendre? Le Belge a une brique dans le ventre, mais n'est-il pas important à un moment de réaliser ces plus-values et éventuellement réinvestir ou profiter de ces dernières? Et qui s'occupe de la gestion? Vais-je m'en occuper moi-même ou faire confiance à un professionnel? Alors, pour la partie optimisation revenus, on va également voir cela. Investir en privé ou en société, souvent la question se pose, l'un ou l'autre, quelque part, pourquoi pas les deux? Qui a dit que c'était un ou l'autre? Mais on va voir ça au travers d'une séquence, d'un plan d'investissement, et donc pour certains, il est plus important de le faire en privé, pour d'autres en société. Partie successorale, qui hérite de quoi, combien ça coûte, on verra également cette partie-là, protection du conjoint survivant, y avez-vous seulement pensé? Alors, au niveau d'un aspect principal qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est le niveau de vie. Trop peu de personnes pensent à calculer ce dernier, et donc si on reprend ce graphique, on voit que c'est la base, la pierre angulaire de notre raisonnement. Avant toute chose, on va fixer des objectifs avec le client, et donc pourquoi souhaitez-vous investir? Quelle est la structure actuelle? Mais surtout, quel est votre niveau de vie? Si j'ai un niveau de vie aujourd'hui de 5 000 € et une pension légale à terme pour le ménage de 3 000 €, eh bien, je sais que j'ai un déficit, une épargne qui va se faire de l'âge de ma pension, ici 67 ans, alors d'autres ont peut-être l'ambition d'arrêter avant, jusqu'à une espérance de vie moyenne à 87 ans, 85 exactement en Belgique, mais je suis quelqu'un d'optimiste, donc j'ai mis 87. Et donc je vais désépargner pendant 20 ans 2 000 € par mois. Eh bien, combien ça coûte? Le calcul est simple. 1 000 € par mois pendant un an, 12 000 €. Pendant 10 ans, 120 000 €.
pour 20 ans, 240 000 euros. Permettez-moi d'arrondir, et non pas pour l'inflation, parce qu'il faudrait beaucoup plus, mais 500 000 euros dans l'exemple que je viens de prendre. C'est la partie mauve de notre tableau. En revanche, si vous avez peut-être déjà bien travaillé, alors la question se pose non pas au niveau d'un maintien à niveau de vie, mais sur une transmission de patrimoine. On sait que tout ce qui est au-delà de ce montant va devoir ou va passer à la génération suivante. Et donc, quelque part, certains ont peut-être besoin de travailler sur ce patrimoine à construire pour maintenir ce niveau de vie. Et est-ce qu'il faut ces 500 000 euros cash à 67 ans? Pas spécialement. On voit qu'on peut mettre des verrous de sécurité successorale pour pouvoir garantir. La date de 87 ans n'est pas garantie. Ou en revanche, ceux qui ont fait mieux, eh bien, la partie rose va devoir être transmise à la génération suivante et il y a donc lieu de protéger cet aspect-là. Néanmoins, aujourd'hui, vous êtes nombreux à être connectés. Il y a autant de personnes différentes que de connectés, j'en suis convaincu. Et donc, aujourd'hui, la date est différente pour tout un chacun. Et donc, quels sont les effets de levier que vous pouvez utiliser aujourd'hui pour atteindre ces objectifs à long terme? Alors, on va parler maintenant de l'optimisation de la rémunération. En ce qui concerne l'optimisation de la rémunération, le but est d'explorer les pistes afin de pouvoir sortir de l'argent à moindre coût de la société. Cette partie va plutôt s'adresser aux dirigeants d'entreprise dans la mesure où un salarié n'est pas à même de pouvoir définir lui-même sa politique de rémunération, puisque celle-ci va bien évidemment dépendre de son employeur. D'une manière générale, un dirigeant d'entreprise ou un indépendant au même titre qu'un salarié va devoir payer des cotisations sociales et du précompte professionnel. Si ce n'est que lui va devoir les payer lui-même, alors qu'un salarié, c'est son employeur qui fera le nécessaire. D'une manière générale, une rémunération importante va engendrer des frais relativement importants. Donc le but, c'est d'essayer de définir, de trouver le juste milieu entre les besoins au quotidien du dirigeant et l'optimisation de sa rémunération. Afin de bénéficier d'un taux d'imposition réduit au niveau de la société, la rémunération du dirigeant d'entreprise doit être au minimum de 45 000 euros par an, en ce compris les avantages en nature. Quand on parle d'avantages en nature, c'est la faculté qui est offerte dans certains cas pour la société de prendre en charge le paiement des cotisations sociales de son dirigeant, la mise à disposition d'un véhicule, d'un téléphone ou même d'un ordinateur. Une autre alternative à la rémunération consiste en un prélèvement d'un dividende. Le principe au niveau d'une société, c'est que quand une société fait du bénéfice, elle est imposée et après imposition, il y a la faculté éventuellement de redistribuer une partie de ses bénéfices et donc ceci peut se faire sous la forme d'un dividende. Ce dividende est précompté à concurrence de 30% pour les sociétés qui ont été créées avant le 1er juillet 2013. Pour les sociétés créées après cette date, un régime dérogatoire a été mis en place et donc dans ce cas-là, le précompte est de 15%. On le voit au niveau des pourcentages nets qui arrivent directement dans la poche du dirigeant, ils sont plus intéressants que dans le cadre de l'octroi d'un salaire. Une autre alternative, comme je le disais, pour les sociétés qui ont été créées avant 2013, elles sont sujettes à un dividende de 30%. Il existe un autre régime qui a été mis en place, qui est celui des réserves de liquidation. Donc il y a également la faculté, après avoir payé de l'impôt, de mettre une partie des bénéfices en réserve. Et ceci peut se faire également moyennant un précompte de 15%. Alors ce précompte va être payé en 2 fois, à concurrence de 10% au moment de la mise en réserve, et un second précompte libératoire de 5% sera également à payer après les 5 ans. Dans ce cas de figure-là, on est également sur un pourcentage net dans la poche du dirigeant qui est plus conséquente. Indépendamment ou en complément de ces 3 modes de rémunération, il existe d'autres alternatives afin de sortir du cash de la société et de rentabiliser autant que possible l'aspect rémunération. Et ceci peut se faire au travers des contrats de pension, que sont la PLCI, l'EIP ou l'assurance groupe. La PLCI est l'abréviation de la pension libre complémentaire pour indépendants. Tout indépendant, qu'il soit dirigeant d'entreprise ou exerçant en privé, a la faculté de souscrire ce type de contrat qui est finalement le plus intéressant d'un point de vue fiscal puisqu'on a une récupération qui peut s'élever jusqu'à 65%. Faculté
est offerte à la société d'éventuellement payer les primes à la place du dirigeant. La seule chose, c'est qu'un avantage en nature viendra se rajouter ensuite à la rémunération du dirigeant d'entreprise. Concernant l'EIP, il s'agit de l'engagement individuel de pension. Il s'agit dans ce cas-ci d'un contrat d'assurance ou d'un contrat de pension qui est souscrit directement par la société. C'est la société qui va donc payer les primes avec du chiffre d'affaires ou avec du brut. L'avantage, c'est que ces primes sont déductibles à 100% fiscalement dans le chef de la société, puisqu'elles sont assimilées à des charges. Le paiement de ces primes se fait avant imposition. L'avantage pour la société, c'est qu'elle va donc pouvoir récupérer l'impôt des sociétés ou économiser l'impôt des sociétés. Et à terme, les capitaux qui ont été accumulés au fil du temps reviendront de plein droit aux dirigeants d'entreprise, moyennant une légère taxation dont on parlera un peu plus tard. L'EIP en tant que tel est une méthode extraordinaire pour finalement transférer le patrimoine de la société vers le patrimoine du dirigeant d'entreprise. Pour les salariés, il existe un régime équivalent qui est celui de l'assurance groupe. Dans ce cas-là, c'est l'employeur qui définit ce qu'il a envie de faire, mais il arrive que certains employeurs, et c'est principalement le cas pour des sociétés qui ont une certaine ampleur, les multinationales, elles veillent à constituer un complément de pension pour leurs salariés, et donc ceux-ci, effectivement, bénéficieront d'un capital au moment de leur pension. Et donc, généralement, voilà, ça permet effectivement de pouvoir bénéficier d'un capital. Que l'on soit dans le régime de la PLCI, de l'EIP ou de l'assurance groupe, il est important de savoir qu'il y a eu donc une déduction fiscale en amont. La résultante est que le dirigeant d'entreprise ou le salarié ne pourra en aucun cas bénéficier des capitaux avant qu'il ne prenne effectivement sa pension. Pension qui va progressivement, aujourd'hui il est toujours à 65 ans, elle va être amenée à 66 ans en 2025 et à partir de 2030, la pension légale pourra être prise à 67 ans. Si on prend le cas de figure d'un indépendant qui dispose d'un capital de 250 000 euros au moment de la pension, il s'agit d'un capital brut. Si on enlève les différents niveaux de frais et de taxation, on peut considérer qu'il aura 200 000 euros en net. Première alternative pour le dirigeant qui n'est pas la meilleure, c'est de dire « je vais patienter le temps que je touche ces capitaux, que ce soit 10, 15 ou 20 ans, avant d'éventuellement envisager un projet immobilier ». C'est, autant vous le dire, le scénario à éviter autant que possible. Pourquoi, finalement, aujourd'hui, patienter 10 ans, 15 ans ou 20 ans avant même de pouvoir faire un projet immobilier, dans la mesure où il y a cette faculté de pouvoir en disposer de façon anticipée. Donc, comme je ne vous l'ai pas encore dit, mais au niveau des produits de pension, je vous le disais, aucune possibilité de toucher les capitaux avant l'âge effectif de la pension. Il y a toutefois une exception, mais d'importance, c'est dans le cadre d'un projet immobilier. Quand on parle de projet immobilier, il s'agit d'une acquisition, d'une transformation ou d'une rénovation. Ça peut également être le paiement de droits de succession dans le cadre d'un héritage. Le principe étant que dans un cas de figure lié à un projet immobilier, il est possible de demander une avance sur le contrat. Donc on va s'adresser en réalité à l'organisme financier et faire en sorte que celui-ci nous mette une partie des fonds à disposition de façon anticipée. Et on va pouvoir utiliser ces capitaux, notamment dans le cadre d'un projet immobilier. L'indépendant qui aujourd'hui, ou le dirigeant d'entreprise aujourd'hui qui dirait je vais patienter jusqu'à l'âge de la pension avant de toucher mes capitaux, comme je le disais, c'est une erreur pour la simple et bonne raison que on a des rendements qui sont aujourd'hui relativement faibles sur ce type de contrat. Donc, quelque part, ne rien faire, ça n'est pas dynamiser votre plan de pension. Aujourd'hui, pourquoi, je le disais, attendre 20 ans si on a la faculté, effectivement, de pouvoir disposer de façon anticipée d'une partie des capitaux? On va pouvoir créer, en réalité, un effet de levier de manière à pouvoir investir en privé grâce notamment à la prise en charge par la société d'une grosse partie du coût, notamment au travers des produits de pension. Alors, on a parlé ici de l'optimisation de la rémunération. On va essayer de faire le lien dans le cadre d'un projet immobilier
et par rapport au mode de financement. D'une manière générale aujourd'hui, les banques sont devenues très contraignantes dans leur approche et dans ce qu'il est possible de faire. Donc, dans le cadre d'un projet immobilier d'investissement, il est toujours demandé aujourd'hui à l'acquéreur de pouvoir financer sur fonds propres les frais liés à l'acquisition. Quand on parle de frais, on parle des droits d'enregistrement, des frais notaires, des frais d'hypothèque, mais également de la TVA dans le cadre d'un projet neuf. À côté de ces frais qu'on va grossièrement avoisiner à concurrence de 20%, le banquier va, dans tous les cas de figure, demander également à ce que l'acquéreur apporte 20% du prix d'achat. L'apport global devra donc porter sur un montant total de 40%, ce qui représente quand même un montant extrêmement important et qui empêche beaucoup de gens de pouvoir réaliser leur projet immobilier. La banque se contentant de prêter 80% dans tous les cas de figure. Les banquiers omettent généralement de dire qu'il y a des alternatives. L'avantage en tant que courtier, c'est que nous travaillons avec des organismes financiers qui sont parfois souples ou beaucoup plus souples que les banques et pour lesquels on va pouvoir trouver des solutions d'investissement sans forcément un apport en fonds propres. Dans l'hypothèse où il y aurait une absence ou une insuffisance de fonds propres, nous disposons d'alternatives pour malgré tout faire votre projet immobilier. Et ceci peut se faire notamment moyennant la mise en garantie de biens immobiliers dont vous seriez déjà propriétaire. À supposer que vous soyez propriétaire d'un ou de plusieurs biens, qu'ils soient totalement ou partiellement payés, on peut les utiliser en tant qu'effet de levier en les mettant en garantie complémentaire dans le cadre de votre acquisition et ça peut vous dispenser d'apporter des fonds propres. L'autre alternative, comme on l'a vu, si vous ne disposez pas de fonds propres, c'est pourquoi pas de faire une avance sur vos contrats de pension, que vous soyez salarié ou dirigeant d'entreprise, et cette avance va être considérée comme des fonds propres au niveau de l'organisme financier. La dernière alternative, qui est un petit peu plus rare, c'est le fait de pouvoir utiliser d'éventuels contrats de placement ou notamment un compte titre qui vous dispensera l'apport en fonds propres. Prenons l'exemple d'un bien qui a été acquis à 100 000 €. On peut raisonnablement penser qu'au bout de 20 ans, la valorisation de celui-ci est doublée, donc on serait à 200 000 €. On a généralement tendance à considérer qu'on est dans un rapport de 1 à 2, que votre investissement aura doublé. Si on veut voir les choses de façon pragmatique et un peu plus correcte, on doit évaluer cette valorisation du bien à 200 000 € avec l'apport personnel que vous avez fait au départ. Apport personnel dans ce cas-ci qui est de 40 000 €. Donc en réalité, l'effet de levier va porter sur un coefficient multiplicateur de 5 dans ce cas-ci. Alors on a vu l'aspect purement bancaire. En ce qui concerne les modes de financement, les banques envisagent différents types de crédits. Le crédit classique que vous connaissez tous, qui est l'équivalent du crédit en mensualité constante, consiste à rembourser une mensualité constante durant toute la durée du crédit, mensualité qui est constituée pour partie d'intérêt et pour partie de capital. Au départ, vous remboursez du capital, mais également une partie importante d'intérêt. Au fur et à mesure qu'on avance dans le crédit, vous rembourserez de plus en plus de capital. Le principe étant qu'à terme, votre crédit est totalement remboursé. Dans le cadre de projets d'immobilier, enfin d'investissement immobilier, les banques permettent également d'avoir recours à un crédit qu'on appelle le crédit bullet ou le crédit terme fixe. Le principe étant ici que vous allez emprunter au temps zéro un capital sur lequel vous n'allez rembourser que des intérêts et vous vous engagez à terme à rembourser le crédit. Et le remboursement de ce crédit peut être opéré de diverses manières. Ça peut être notamment via l'usage de capitaux de pension que vous toucheriez au moment de votre pension. Ça peut être, pourquoi pas, dans le cas d'un héritage que vous percevriez à un moment donné. Ça peut aussi passer, pourquoi pas, par la vente du bien.
La formule du crédit bullet, comme je vous l'ai dit, permet de ne payer que des intérêts, ce qui va permettre d'alléger la charge de crédit. Et donc, va créer un effet de levier par rapport à un projet d'investissement. Pour la simple et bonne raison que le loyer à percevoir sur votre investissement permettra de combler ou de couvrir la charge du crédit et même, pourquoi pas, de vous laisser encore un reliquat qui permettra d'augmenter votre niveau de vie. Les taux pratiqués dans le cadre d'un crédit bullet sont un petit peu plus chers que dans le cadre d'un crédit classique, pour la simple et bonne raison que le risque est un petit peu plus important pour la banque, et donc c'est une marge qui est prise à ce niveau-là. L'avantage du crédit bullet, c'est que vous allez avoir une charge d'intérêt qui va être constante pendant toute la durée du crédit. D'un point de vue fiscal, c'est quelque chose d'extrêmement important et intéressant dans la mesure où les intérêts que vous payez dans le cadre d'un crédit sont déductibles fiscalement. Peu de gens le savent, mais vous devez savoir que par rapport à un projet immobilier, il y a 4 niveaux de taxation en Belgique. Le premier niveau de taxation intervient lorsque vous achetez le bien, via les droits d'enregistrement ou la TVA que vous payez. Si on se projette à la fin du processus, en cas de décès, vous payez des droits, les héritiers payent des droits de succession qui constituent le second niveau de taxation. Durant toute la durée de vie où vous serez propriétaire, il y a 2 autres niveaux de taxation qui entrent en ligne de compte. Le premier, via le précompte immobilier calculé sur base du revenu cadastral, précompte immobilier que vous allez devoir payer chaque année de façon récurrente et qui est un impôt régional. À côté de cela, et là, il y a peu de gens qui le savent, c'est que tous les biens autres que le domicile dont vous êtes propriétaire vont être également taxés une nouvelle fois. Et de quelle manière ? Les revenus cadastraux indexés de ces biens et majorés d'un certain pourcentage vont être considérés comme des revenus de biens immobiliers par l'administration fiscale et vont venir se rajouter dans votre déclaration à vos revenus professionnels. Et donc, vous allez être lourdement taxé si vous ne disposez pas d'intérêts déductibles fiscalement dans le cadre d'un crédit. Donc, il y a clairement un bien fondé à être endetté et à pouvoir déduire des intérêts de manière à éviter ou en tout cas à neutraliser les revenus cadastraux que vous avez au niveau fédéral. En réalité, ce 4e niveau de taxation n'offre pas une réduction fiscale, mais vous évite une majoration de l'impôt à payer. On va aborder dans la partie suivante le plan financier et qui sera fonction de votre situation, mais je tiens effectivement à souligner cet aspect qui est souvent oublié et d'où l'importance de bien sélectionner le type de crédit. Donc on voyait le crédit classique et le crédit bullet, mais effectivement où le fait d'avoir une certaine constance dans l'intérêt va permettre d'éviter de réduire l'effet pervers des revenus immobiliers imposables, donc cette dernière taxation dont parlait Olivier, qui est très importante et c'est notre rôle justement de vous accompagner dans la sélection des bons crédits, dans les bonnes proportions pour pouvoir éviter cela. On va effectivement maintenant voir au travers d'un plan financier eh bien, le résultat net de l'une ou l'autre opération. Alors dans ce cas de figure ici, on accompagne 2 clients qui doivent faire fructifier leurs capitaux pour pouvoir maintenir un niveau de vie à l'âge de la retraite. Et comme je le disais tout à l'heure, on commence toujours par les objectifs des clients, leurs souhaits et on va y mettre des priorités. Dans ce cadre-ci, donc maintenir un niveau de vie à l'âge de la retraite qui a été donné par nos clients. Ils veulent utiliser des capitaux dormants, tout simplement parce qu'ils n'ont pas de fonds propres à disposition aujourd'hui. Ils ne pensent pas possible de pouvoir investir, que ce soit en immobilier ou en valeur mobilière, bien évidemment. Ils veulent investir dans l'immobilier rationnel et donc c'est un placement, ce n'est pas pour eux y vivre. Ils ont bien compris cet aspect-là et donc la sélection des biens est confiée à un professionnel, mais également sa gestion. Et on leur propose 2 types de biens dans leur situation, un appartement 2 chambres et un studio étudiant. Alors, pour donner un peu une dimension, humaine et voir un petit peu le type de projet qui peuvent être proposés à nos clients, eh bien, ce type de projet, on voit quelque part une architecture à taille humaine. Donc, on voit ici sur les 3D une certaine vue, une proximité au national,
au centre-ville bien évidemment, au commerce, mais surtout, dans ce cadre-ci, un appartement, 2 chambres vraiment avec salon, salle à manger, cuisine, tout est ouvert, une grande terrasse, c'est important, de l'emplacement de parking également est à chaque fois systématiquement proposé aux clients dans l'investissement. Et donc quelque part, aujourd'hui, j'achète d'une manière rationnelle. Évidemment, l'optique, c'est de derrière revendre dans 10, 15, 20 ans des biens avec un effet coup de cœur pour maximiser la rentabilité de l'opération et augmenter la valorisation à terme. Et ne pas se concentrer uniquement, malgré que c'est un point très important, sur le rendement locatif. Un deuxième bien qui est ici un studio étudiant. Alors on met studio étudiant, mais évidemment ça peut être également pour une personne seule ou que ce soit une personne plus âgée ou justement un jeune qui démarre dans la vie. Et donc on voit ces 3D, mais sur la photo centrale, c'est du réalisé. C'est du concret, on voit le type de finition, mais surtout l'habitabilité de petits espaces où on maximise, on va sélectionner des biens qui sont taillés pour l'investissement, mais également pour une plus-value à terme. Ici, dans ce cadre-ci, avec une mezzanine, par exemple, et une salle de bain à part et un bel espace de vie pour un studio. Alors, concrètement, au niveau du plan financier, on va commencer avec des fonds propres de 150 000 €. Alors, je reviens sur mes clients qui n'avaient pas de fonds propres. Eh bien, ça peut être également une avance sur EIP, donc l'engagement individuel de pension. Ça peut être également l'assurance groupe si on est employé. Ça peut être des réserves de liquidation, des dividendes ou un héritage. Bien évidemment, c'est pour comprendre qu'on a au départ 150 000 €. On va réaliser l'investissement à hauteur de 300 000 € pour la valorisation du bien et qui va procurer un rendement locatif, un loyer de 975 €. Or, je vais pondérer par sécurité ces loyers parce que, bien évidemment, les clients vont percevoir tous les mois 975 €. En revanche, ils ne seront pas quittes du cadastre et, étant donné qu'ils font appel à des professionnels, au coût de la gestion. Et donc, on va diminuer les loyers, on va pondérer les loyers à 9,5, donc 1 pour le cadastre, 1 pour la gestion et 1,5 qui va servir de sécurité pour toute forme de vide locatif et éventuel, etc., où le lave-vaisselle a changé. Alors, étant donné qu'on part sur du neuf, on n'aura pas de lave-vaisselle à changer avant 8 ans, bien évidemment, mais néanmoins, on garde cette marge de sécurité dans le tableau et dans le calcul. Et frais compris, l'investissement total représentera plus ou moins 360 000 €. 360 000 € moins 150 000 € de fonds propres, il va falloir financer 210 000 €. On va faire appel à un crédit terme fixe parce qu'ils sont déjà propriétaires et donc ils payent des revenus immobiliers imposables, ils n'en étaient pas conscients. On va aller rechercher un gain fiscal sur les années à venir et donc réduire ce paramètre, voire même l'annuler complètement dans ce cadre-ci. Et cela va représenter une mensualité de remboursement de 682 € pour un loyer, je dis bien pondéré, de 772. Je reviens bien sur cet aspect. Le client perçoit 975. C'est moi qui considère 772 comme étant le net que l'on peut considérer comme étant en poche. C'est une question de trésorerie. Fin d'année, il faudra payer le cadastre, etc. On est à l'équilibre financier dès l'année 1. On a même un cash flow positif de 90 € supplémentaires. Alors, étant donné qu'on fait appel à la gestion, eh bien, par contrat, on va indexer automatiquement et annuellement les loyers pour seulement 2,5% en moyenne. Au fil des années, donc 90 € la première année, 110 la deuxième, etc., etc., en moyenne sur la totalité de l'investissement, cela représente 306 € par mois en plus pendant 20 ans. Alors, quel est le gain dans cette opération dans 20 ans avec une plus-value annuelle moyenne de 3,5%? Alors, notez juste que ceci est un chiffre qui est assez prudent. En Belgique, en moyenne, depuis 1992, que ce soit Stadbel, mais également la Chambre des notaires, eh bien, on recense une valorisation de 5% l'an sur l'immobilier. Donc, quelque part, prendre 3,5% est quelque chose de relativement faible par rapport au potentiel. Ça reste une moyenne. Comme dans toutes les moyennes, il y a des bons élèves et il y a des moins bons élèves dans les classes. Et donc, la moyenne est à 5%. Si les biens sont effectivement bien sélectionnés, achetés au bon prix, au bon mètre carré, dans une bonne région, proximité de commerce, etc., on pourrait même
prétendre à bien plus que 5%. Néanmoins, ici dans le calcul, je me base sur 3,5%, également le prochain. Cela veut dire que la valorisation immobilière sera équivalente à 596 000 euros dans 20 ans. Il faudra rembourser le crédit bullet. On n'a remboursé que de l'intérêt. Il y aura le capital également à rembourser à hauteur de 210 000. Et donc, il reste un solde positif. Alors, on peut le rembourser soit par la revente du bien, mais ça peut être également un héritage, des capitaux de pension, etc. Ici, pour arrêter un chiffre et quelque part avoir une bottom line, eh bien, on vend psychologiquement le bien, ce qui permet d'arrêter. Et donc, quelque part, on se rend compte qu'on a un solde positif de plus de 385 000 euros. Plus, souvenez-vous, le cash flow qui avait été généré au travers des loyers qui étaient indexés. Souvenez-vous, les 306 euros, ça représente néanmoins quasi 75 000 euros. Soit une somme totale de 460 000 euros, 392, près du triple, voire même plus, excusez-moi, du triple du capital initial. Alors, ces clients sont déjà bien contents, mais ils avaient comme objectif un peu plus de 500 000 euros. Souvenez-vous, niveau de vie 5 000, 3 000 de pension légale, si un jour réellement perçu, et on investit dans un deuxième bien qui ici est le studio qui avait été présenté. Alors ici, ils n'ont pas de fonds propres à apporter, mais l'un des deux, avant de se rencontrer, avait fait l'acquisition d'un petit appartement qui a pris de la valeur, une partie du crédit a été remboursée et on a une garantie immobilière qui est disponible au second rang. Et donc concrètement, on va pouvoir s'appuyer sur ce bien pour pouvoir faire du levier et investir. Eh bien, effectivement, c'est le genre de solution que l'on peut apporter aux clients alors qu'ils n'en étaient pas conscients. On va s'appuyer sur ce bien pour faire une unité supplémentaire. Dans ce cadre-ci, l'unité représente 220 000 euros. Elle va procurer un loyer brut de 700 euros par mois. Souvenez-vous, je pondère les loyers, exactement 554 euros par mois. Là, je vais devoir en revanche emprunter la totalité du bien, mais également les frais, ce qui représente quand même 253 000 euros. Il est clair qu'en Belgique, avec les valorisations immobilières actuelles, uniquement avec le rendement locatif pondéré d'autant plus, il est difficile de pouvoir arriver à un remboursement complet. Ici, on aura donc une petite épargne à réaliser dans les premières années et puis par la suite, l'indexation va faire son travail. Donc finalement, le crédit terme fixe sur 253 000 euros représente 828 euros pour un loyer pondéré de 554 euros, autrement dit, une épargne de 275 euros. Souvenez-vous, dans l'opération précédente, on a un cash flow positif de quasi 100 euros dès l'année 1. Donc, quelque part, plutôt que de mettre 100 euros sur le livret des enfants, eh bien, ils le mettent dans de la brique ou tout simplement, ils ont la capacité de pouvoir mettre 200 euros, du moins je l'espère, tous les mois de côté. Et donc, au travers du temps, les loyers seront indexés et ici, en moyenne, l'épargne sera de 50 euros. Si je reviens avec l'autre, bien précédent qui procurait un peu plus de 300 euros en moyenne, et bien finalement, ils auront 250 euros net en moyenne tous les mois en plus pour augmenter leur niveau de vie. Alors, ce n'est pas énorme, me direz-vous, mais on voyait que tout à l'heure, ça représentait quand même 75 000 euros. Ici, cette épargne représentera tout au long de l'investissement seulement 11 500 euros. Alors, quel est le gain également dans cette première opération? Et puis, on verra le total. Dans 20 ans, pareil, plus-value de 3,5% seulement, le bien pourra être vendu ou en tout cas estimé à 437 000 euros. Je rembourse le crédit bullet de 253 000 euros. Il reste donc un solde positif de 184 000 euros. Moi, n'oublions pas le cash flow. Il y avait, je pense de mémoire, 30 euros de moins tous les mois qui représentaient 11 000 euros, soit une somme totale nette de près de 175 000 euros, 173 exactement. Sur base de quoi ont-ils réalisé cette plus-value? Bien sur base de rien du tout, sur aucun fonds propre, uniquement sur base de capitaux dormants, en tout cas d'un potentiel qui était là, l'appartement qui a été mis en garantie. Alors on pouvait également le faire sur l'habitation familiale, bien évidemment. Alors, tout au long de cet investissement, il y a également un gain fiscal qui a été fait parce que les clients ne le savaient pas, ils n'étaient pas conscients, mais effectivement, ils payaient des revenus immobiliers imposables et donc, inévitablement, ce gain était également en supplément. Il n'a pas été calculé ici, mais c'est un gain supplémentaire.
Également, un autre aspect, on va y venir tout à l'heure, la succession, eh bien, le fait d'avoir ce type de crédit où on suspend une dette eh bien, a également un impact au niveau successoral parce que pour la simple et bonne raison que fait un notaire, eh bien, il va faire actif moins passif. S'il y a 2, 3, 500 000 euros de dette et qu'il y a 1 million à transmettre, on va faire 1 million d'actifs moins 500 000 de passifs. Et alors, les héritiers vont bien effectivement percevoir le million, mais on ne sera taxé que sur les 500 000. Alors bien évidemment, ce n'était pas leur objectif, donc tout a été jusqu'au bout, mais ça reste un avantage qui peut également être intéressant au niveau successoral. Alors concrètement, le total de cette opération, on a la première opération qui a rapporté 460 000 euros, la deuxième près de 175 000 euros, un total de 633 000 euros. 633 000 euros sur base de capitaux dormants et d'une garantie immobilière. Petite conclusion, quelque part, sur ce plan financier et l'importance d'être accompagné, c'est que, dans un premier temps, avoir un plan, ça permet de savoir dans quelle mesure l'investissement immobilier est à la portée ou non de chacun d'entre nous. Ça, c'est vraiment et comment maximiser, aller chercher les effets de levier, comment optimiser une situation pour l'investissement immobilier. Deuxième point, je vous l'ai dit tout à l'heure, le rendement locatif ne doit pas être le seul élément de l'équation. Il y a d'autres paramètres, bien évidemment la localisation et donc la plus-value à terme va avoir une grande importance, mais également la bonne sélection du crédit, également l'impact sur la fiscalité existante, mais également sur les investissements à venir parce qu'ils vont procurer eux-mêmes des revenus immobiliers imposables ou alors une éventuelle succession qui augmente, coût successoral qui augmente. Et puis, au travers de cela, la bonne sélection du crédit va déterminer si on va avoir un cash flow négatif. Admettons, on fait le même exemple avec un crédit classique, et bien évidemment, l'épargne serait beaucoup plus lourde et peut-être insoutenable pour le couple. Alors qu'ici, on est sûr de l'équilibrer et même du positif. Et donc, il est beaucoup plus facile de pouvoir aller vers ce type d'investissement. Alors, la valorisation en termes du bien est pour moi aussi importante que le rendement locatif. C'est une vision court terme contre une vision long terme de l'investissement. Et puis, quelque part, ça donne une vision claire sur la réussite de l'objectif qui, dans ce cas-ci, était le maintien d'un niveau de vie. Parmi les questions à se poser figurait donc celle relative à la planification successorale. Un constat relativement simple peut être fait, à savoir qu'aujourd'hui, 70% des Belges jugent cette planification comme étant importante, voire très importante, mais dans l'absolu, on se rend compte que seuls 30% d'entre eux ont déjà entrepris des actions, que ce soit via la rédaction d'un testament, éventuellement l'aménagement spécifique d'un contrat de mariage, voire en ayant déjà réalisé l'une ou l'autre donation. Ces personnes qui ont déjà entrepris des choses, c'est très bien. La question est de savoir si les choses ont été bien faites, parce que ça n'est pas toujours le cas. En tout cas, une chose est sûre, c'est que ne rien faire coûte cher. Alors, quand on parle de planification successorale, on se réfère généralement aux droits de succession à payer en cas de décès. Alors, la Belgique compte 3 régions. Chaque région applique un régime distinct qui lui est propre. Quand on parle de droits de succession, on applique généralement des taux qui sont progressifs en fonction des tranches de patrimoine. Alors, si on prend l'exemple de la Wallonie et que nous trouvons en ligne directe, quand on parle de ligne directe, c'est entre conjoints, enfants ou parents, on le voit, on peut atteindre un taux maximum de 30% dès le moment où le patrimoine est supérieur à 500 000 euros. Dès le moment où nous ne sommes plus en ligne directe, les choses commencent à s'aggraver. Alors, si on prend l'exemple entre frères et sœurs, le taux d'imposition maximum peut monter jusqu'à 65% dès la tranche au-delà de 175 000 euros. Pardon. Si on prend le régime entre oncle, tante, neveu et nièce, on le voit, le taux d'imposition monte lui jusqu'à 70%, toujours pour cette même tranche, au-delà de 175 000 euros. Et cas dramatique, si jamais il y a absence de filiation, le taux va même monter jusqu'à 80%, autant dire que la totalité du patrimoine hérité passera à payer les droits de succession et ira directement dans la poche de l'État. Si on prend un petit exemple, imaginons cette petite dame qui dispose d'un patrimoine de 900 000 euros. Alors 900 000 euros dans l'absolu, ça peut paraître être un patrimoine
important, on va le voir, ce patrimoine pourrait être... Enfin, on peut le décomposer en le domicile familial qui vaudrait l'équivalent de 350 000 €. On peut partir du principe que cette dame ait économisé les épargnes de sa vie pourrait être l'équivalent de 300 000 €. Elle peut avoir perçu des capitaux de pension, elle peut avoir en cours de route éventuellement bénéficié ou perçu un héritage. Et alors on peut considérer qu'avant d'avoir acheté son domicile actuel, elle ait peut-être été propriétaire d'un bien qui a pris de la valeur au fil du temps et qui vaudrait aujourd'hui 250 000 €. Donc sur ce patrimoine de 900 000 €, il faut quand même mettre les choses en parallèle avec le fait que c'est un certain niveau de patrimoine, mais cette petite dame n'est quand même pas Rockefeller ou Rothschild. Donc ce sont des patrimoines sur lesquels on peut arriver rapidement. Le principe, c'est que si rien n'est fait, c'est automatiquement le régime ou la dévolution légale qui va s'appliquer. Donc la question sera de savoir qui hérite de quoi, mais surtout ce que cela va coûter. Alors si on en revient à l'exemple où cette dame a comme héritière un enfant, que ce soit une fille ou un garçon, les droits de succession à payer s'élèveront quasiment à 200 000 €, ce qui signifie que 2/3 des liquidités vont devoir servir au paiement des droits de succession. Et on va le voir sur le slide suivant, la situation devient carrément dramatique dès le moment où il n'y a pas d'héritier en tant qu'enfant, mais si on est sur le régime des frères et sœurs, les droits de succession à payer avoisinent les 550 000 €, donc inutile de vous dire que là, on va devoir clairement revendre le patrimoine immobilier pour payer les droits de succession qui iront directement dans la poche de l'État. Et la situation est d'autant plus dramatique si, en plus, il y a absence de filiation et qu'il s'agit d'une tierce personne qui hérite, puisque, on l'a vu, on sera sur un taux à 80%. En termes de planification successorale, on peut donc conclure que ne rien faire, c'est faire en sorte que le régime légal s'applique. Ça coûte très cher en termes de droits de succession. Et la question essentielle est de savoir si le souhait du défunt aura été respecté. Alors, rédiger un testament va permettre de donner une certaine direction quant au choix souhaité par le défunt, mais cela ne va pas pour autant engendrer une diminution des droits de succession et du coût à dépenser par les héritiers. Ce qui signifie que le but en réalité de la planification successorale, c'est vraiment respecter le choix du défunt, d'offrir une certaine flexibilité par rapport à la transmission du patrimoine et surtout d'optimiser et d'éviter de payer trop de droits de succession. Alors bien évidemment, des solutions existent. Et donc on peut aborder une partie un petit peu des petits tips pour la soirée sur la planification successorale, bien évidemment. Alors tout le monde, je pense, connaît le démembrement en usufruit nue propriété. C'est également une des voies qui est appliquée au travers de la dévolution légale si on n'a pas que l'enfant et qu'il reste encore le conjoint survivant, etc. Néanmoins, est-ce que cela correspond à une situation confortable pour le conjoint survivant? Parce que plus on avance en âge, moins cette valorisation est grande et surtout les enfants peuvent forcer la conversion de l'usufruit et pour pouvoir se défaire quelque part du parent restant. Mais également, tout simplement, est-ce que cela correspond aux attentes du survivant? C'est un premier point. Donc ça peut être également un type de solution qui est fort utilisé. Néanmoins, si on revient un petit peu par rapport au slide où je disais, tiens, 87 ans, toute la tranche supérieure, on peut déjà quelque part transmettre, ça ne veut pas dire donner, parce qu'alors on ne peut plus se permettre d'aller jusqu'à l'âge de 88 ans, parce que tout a été consommé avant. Donc il est important d'être bien informé et accompagné. Alors les notaires sont là bien évidemment, mais ils n'ont peut-être pas tous les objectifs en tête. Puis surtout, ces solutions se mettent en place tout au long de l'investissement. C'est aujourd'hui que l'on commence à ajouter des clauses au moment de ces investissements, notamment immobiliers, ou qu'on rédige et qu'on met en place des choses pour voir si la situation actuelle correspond toujours aux souhaits en cas de décès. Alors il y a également des clauses d'accroissement qui permettent de diminuer un éventuel coût successoral pour transformer vers des coûts des coûts par exemple de 30 à 12%. On peut également avoir un taux préférentiel pour l'habitation familiale entre conjoints. Et donc là, on peut également mettre des choses en place. Sur l'habitation familiale, on peut ne pas avoir de coûts pour
le conjoint survivant. Néanmoins, à la deuxième succession, cela risque de coûter plus cher. Et donc, ça veut dire qu'il faut avoir un plan et une structure par rapport à cela. On peut également mettre des clauses d'attribution optionnelles. Il peut y avoir les donations et testaments. Alors, effectivement, ça donne une direction, mais dans une certaine partie, ça peut être un très bon outil, bien évidemment. Ou alors, travailler sur une indivision et une sortie d'indivision. Pourquoi pas acheter avec une personne ou une personne morale. Alors, là, bien attention. Chacun a une situation qui est fondamentalement différente. Si on prend l'exemple d'un indépendant ou de deux indépendants, tous les deux mariés, mais le premier exerce en société, l'autre étant personne physique, et un est marié sous la communauté, le régime de la communauté légale ou la séparation des biens, eh bien, la solution qui va être appliquée à votre voisin n'est pas tout à fait adéquate, voire même pas du tout adéquate à votre situation personnelle. Et c'est là où, effectivement, aller plus en profondeur, tout comme la fiscalité, finalement, eh bien, il est important de bien comprendre votre situation, de mettre vos objectifs et de comprendre vos souhaits pour pouvoir répondre au mieux à vos attentes. Alors, petite conclusion pour la soirée et puis on passera aux questions-réponses. Il est possible qu'il y ait une petite latence entre le live et les questions, je pense de 10 à 15 secondes seulement. Donc, je vous invite tout doucement à remplir, à poser vos questions sur le chat. On va en sélectionner une ou deux avant de clôturer la soirée. Alors, en conclusion, concrètement, la pension légale risque de ne pas suffire pour maintenir votre niveau de vie. C'est un constat, mais plutôt et plus inquiétant, sera-t-elle réellement perçue? L'immobilier d'investissement rationnel est une solution souvent à portée de tout un chacun. Je n'ai pas dit que tout le monde pouvait le faire, mais peut-être plus de personnes qui pensaient ne pas pouvoir le faire. Va vous permettre de bénéficier d'effets de levier, quelque part, pour augmenter votre rendement. On l'a vu tout à l'heure grâce au slide d'Olivier qui explique que finalement le ratio est plutôt non pas x2 mais x5 par rapport aux capitaux de fonds propres investis initialement. On va pouvoir optimiser votre fiscalité, que ce soit alors en privé et ou en société, je dirais même et alors que ce soit au niveau de la société elle-même, au niveau de la rémunération, mais également au niveau de vos investissements immobiliers si on a fait le choix d'investir en privé, et ça va permettre d'assurer votre niveau de vie et de sécuriser votre pension, tout simplement. Investir est indispensable finalement pour pouvoir maintenir ce niveau de vie. Notre rôle, c'est de vous accompagner dans la concrétisation de vos investissements, mais surtout d'apporter une vision à 360 degrés sur votre situation personnelle, respecter vos objectifs et atteindre ces derniers. Alors, quelque part, et vous, finalement, quel est votre plan? Avez-vous un plan ou est-ce que vous investissez au petit bonheur la chance et puis on verra ce qu'il en est d'ici 10, 15 ou 20 ans? On vous propose de fixer un petit rendez-vous par visioconférence. Bien évidemment, il ne vous engage à rien du tout. L'idée, c'est plutôt de voir votre situation personnelle. Peut-être qu'au travers de cette présentation, de ce webinaire aujourd'hui, d'autres questions vont naître. Eh bien, ce sera l'occasion de les aborder ensemble lors d'un petit entretien, d'une petite demi-heure simplement, et peut-être de voir s'il y a des plus-values qui peuvent être dégagées. Donc, quelqu'un va vous contacter dans les jours à venir. N'hésitez pas à prendre ce rendez-vous pour nous poser toutes les questions. On va néanmoins répondre à l'une ou l'autre des questions qui viennent d'arriver sur le chat. Alors, au niveau pratique, vous retrouvez également nos contacts ici, donc pour Olivier et moi-même. N'hésitez pas à nous envoyer un petit mail ou vos questions également après la diffusion de ce webinaire. Alors, les premières questions arrivent. On va essayer de revoir ce qui se recoupe. Si tu vois, Olivier, quelque chose qui... Je vois ici, première question posée par Nicolas. Vaut-il mieux augmenter sa rémunération ou se rémunérer en dividendes? Je l'ai expliqué tout à l'heure, d'un point de vue purement fiscal, effectivement, la rémunération sous forme de dividendes ou de réserve de liquidation est plus intéressant parce que le montant net qui ira dans la poche du dirigeant est plus important que dans le cadre d'une rémunération. Il ne faut néanmoins pas s'arrêter à ce raisonnement-là, puisque la situation va dépendre un petit peu de votre projet de vie. Je m'explique. Si vous vous rémunérez exclusivement ou en grande partie sous forme de dividende, le dividende, dans certains cas de figure, ne va pas être considéré comme une rémunération. Et c'est notamment le cas dans le cadre des produits de pension que vous pouvez souscrire, et on a mis l'accent tout à l'heure sur le bien fondé de ces produits-là.
le dividende ne va pas être considéré comme une rémunération. Et donc, en l'absence de rémunération significative, vous n'aurez probablement pas la faculté de faire quoi que ce soit en termes de pension. D'autre part, si vous avez le souhait de faire un investissement immobilier, il faudra plus que probablement à un moment donné passer par la case de l'emprunt au niveau d'une banque. Les banques aujourd'hui ne voient pas le dividende comme une rémunération. Donc certaines banques, ou la plupart d'entre elles, ne vont même pas considérer le dividende comme une rémunération, et celles qui vont en tenir compte vont exiger certains critères, en l'occurrence qu'il y ait une récurrence de ce dividende et qu'on puisse justifier au minimum 3 ans, voire plus, de versement sous la forme de dividende. Donc c'est vraiment votre projet de vie. Si vous avez à un moment donné le souhait d'investir dans l'immobilier, il faudra vraiment faire la part des choses, se mettre à table avec le comptable et avec nous-mêmes pour voir quel est le plus judicieux quel est le bon équilibre entre la rémunération et le dividende. Alors ici, j'ai eu plusieurs questions qui viennent plutôt pour la partie immobilier et qui vont un petit peu se regrouper. Donc ça va permettre de répondre à plusieurs personnes à la fois. J'ai d'abord la première question, est-ce que l'investissement à l'étranger est rentable? Et puis derrière, un petit peu, si j'ai un bien à l'étranger, quelle est la fiscalité, comment cela fonctionne? Alors je vais un peu séparer le tout sous 2 points finalement. Donc quelque part, est-ce que c'est rentable? Bien évidemment, ça peut être très rentable. Nous, on s'occupe essentiellement de l'investissement en Belgique. On ne va pas vers l'investissement outre nos frontières pour des questions de gestion, de fiscalité et autres. Ce qu'il faut néanmoins bien comprendre avec l'investissement à l'étranger, c'est qu'on est clairement dans une Europe monétaire. Donc si on parle d'investissement en Europe, bien évidemment, néanmoins, on n'est pas du tout dans une Europe bancaire. Et donc, si on revient un petit peu sur le principe de la quotité et de la quantité de fonds propres qu'il faut apporter, ou de garantie, bien évidemment, sur un investissement en Belgique par rapport à l'étranger, cette quotité n'existe plus du tout. Très peu de banques étrangères prêtent de l'argent à un étranger pour pouvoir investir dans leur pays, mais l'inverse est également vrai. Une banque belge prête beaucoup moins facilement à un ressortissant belge pour investir à l'étranger. Et donc, quelque part, on va perdre au niveau de cet effet de levier. Il faudra proportionnellement mettre beaucoup plus de fonds propres, alors qu'on aurait peut-être pu faire 2 investissements en Belgique. Donc ça, c'est le premier paramètre, une perte au niveau de l'effet de levier. Alors, est-ce qu'on est taxé au niveau de l'étranger? Alors oui, le principe des revenus immobiliers imposables, le 4e point qui était souligné par Olivier, reste d'application. Alors on va payer le cadastre à l'étranger, bien évidemment, on ne va pas le payer ici, mais néanmoins, on aura les revenus immobiliers. Tout bien qu'il soit loué ou non, et donc on peut parler de l'appartement à la mer, mais également en Ardennes ou de l'appartement en Espagne, eh bien, si on n'y est pas domicilié, on va avoir une taxation au niveau des revenus immobiliers imposables. Donc, cette taxation, elle existe ici en Belgique. À côté de ça, si on reprend l'exemple de l'appartement en Espagne, eh bien, il y a des frais de gestion. Je pense qu'il faut les comptabiliser et souvent, ils sont quand même relativement élevés. Si on veut faire de l'Airbnb, etc., il y a du nettoyage, il y a de l'usure, il y a du remplacement peut-être de mobilier et autres. Il y a une gestion sur place, la publication et autres. Mais quelque part, il y a aussi une taxation. Pour le cas de l'Espagne, on parle de 19% sur les rendements locatifs. Donc, payer le professionnel sur place pour s'occuper du bien et en plus avoir une taxation de 19%, on revient quelque part au fait de pondérer les loyers. Eh bien, ça fait beaucoup de brut, mais à la fin du compte, ce qui compte, c'est combien de net ai-je concrètement en poche. Et donc, bien lier ces paramètres. Donc, on ne dit pas l'investissement à l'étranger est sans doute rentable, néanmoins, il est souvent plus complexe et réclame quand même une certaine attention au niveau de la fiscalité, mais également des coûts de gestion. Alors, il y avait aussi une deuxième question qui revenait ici de Pierre par rapport à notre position Elitis Real Estate pour savoir si nous étions promoteurs. Alors non, pas du tout. On ne produit pas ce que l'on vend. On veut rester objectif par rapport à cette situation-là. Et donc concrètement, c'est vrai que je ne l'ai pas abordé, mais dans les projets qui sont présentés à nos clients, eh bien, on passe chaque projet à la moulinette, entre guillemets. On va bien évidemment tout d'abord
aller mettre un accent, mais le plus grand sur la localisation du bien, la plus-value à terme, le prix au mètre carré, le rendement locatif et quel type de locataire on va cibler, mais également la qualité du promoteur, des finitions du projet et du cahier des charges. Et donc, il est probable même, donc non seulement on ne produit pas nos projets, mais dans un projet, on va même sélectionner les unités qui sont, dirons-nous, taillées pour l'investissement immobilier. Alors, on ne va pas l'aborder ce soir, mais effectivement, il y a peut-être des unités qui sont peut-être plus taillées pour de l'investissement immobilier, qui vont procurer le meilleur rendement locatif par rapport au prix d'achat, mais surtout la plus-value à terme. Et donc, concrètement, c'est au travers d'une trentaine de critères que vont passer chaque bien avant d'être présenté à nos clients. Et bien évidemment, dedans, il y a la rentabilité finale de l'opération pour le client. On va systématiquement, avant de proposer le bien, vérifier qu'il y ait une rentabilité suffisante pour le client. Alors, j'ai presque envie de dire timing parfait. Il est 19h30. Je pense qu'on nous mettait une énorme pression pour tenir le timing et je pense qu'on a réussi cet exercice. Étant donné qu'on a quand même pris quelques questions et d'autres arrivent encore, donc c'est bien de voir cet engouement pour la soirée, mais néanmoins sont plutôt d'ordre personnel. J'en ai vu une ou l'autre, je pense que tu as vu aussi. Je pense qu'il serait préférable de le faire en one-to-one lors des visioconférences et je propose de peut-être reprendre ces questions-là lors d'un entretien peut-être plus personnel. J'ai passé une agréable soirée en votre compagnie et on vous remercie tous les deux pour votre attention. Bonne soirée. Merci pour votre attention et nous restons bien évidemment à votre entière disposition pour tout complément d'information. Belle soirée.